Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir. Donc nous sommes aujourd'hui en compagnie de Adrien Piot, donc fondateur de la néo-agence immobilière Abriculteur. Merci d'être venu sur ce podcast. Merci de ton invitation, Vanna, c'est adorable. Alors écoute, au travers de ce podcast, l'objectif c'est d'apprendre à te connaître. Ouais. De connaître ton histoire, ton parcours et ta vision de l'avenir, bien sûr. Écoute, alors on va directement commencer. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent les choses un peu pour toi en ce moment ? Dis-nous un peu. Bah écoute, tout se passe très bien pour nous en ce moment. Alors effectivement, le marché de l'immobilier, il a un petit peu changé, il s'est un peu durci, et il est un petit peu plus tendu. Mais tout roule, tout se passe bien. L'agence se porte très bien, on se développe. Donc on est ravis et puis on continue notre développement au travers de recrutements un petit peu partout en France. Donc on est très contents, on est dans les objectifs et voilà, et tout suit son cours. On va faire un bond dans le passé si tu le veux bien. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance ? Où est-ce que tu as grandi ? Ton passé à l'école, dis-nous. Alors moi j'ai grandi en Picardie. J'ai une enfance très heureuse dans une famille avec j'ai un frère et une sœur et mes parents. Donc tout s'est toujours très très bien passé, très aimant, vraiment parfait. Moi j'ai un parcours scolaire un peu plus compliqué. Je pense que contrairement à Thomas que j'ai entendu juste avant de venir, qui lui disait justement qu'il avait un parcours assez tranquille. Moi j'ai été ça a été plus compliqué au niveau scolaire pour moi. Je pense que clairement l'école a toujours été un peu pour moi un petit combat par rapport aux différentes années. Voilà, clairement c'était jamais très simple, mais je me suis toujours accroché. J'ai toujours été un élève plutôt moyen. J'ai jamais performé, on va dire, en termes en niveau scolaire, mais j'ai toujours suivi les étapes et voilà, je pense pas que j'étais très facile pour mes parents à ce niveau-là, mais j'ai toujours eu des certitudes dans ma tête, mais voilà, l'école m'a pour le coup plutôt appris parce que dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai pas été un élève hyper studieux, mais j'ai tellement été dans différentes écoles, j'ai tellement changé d'établissement que finalement ça m'a quand même endurci et ça m'a fait peut-être arriver là où je suis aujourd'hui, donc voilà, donc c'était plutôt une bonne expérience. Malgré tout, de toute façon je tire toujours du positif de chaque expérience et même au travers de ma carrière d'entrepreneur, j'en ai toujours tiré forcément que du bon, même s'il y avait des choses qui étaient clairement moins bonnes, mais c'est surtout ça qu'on en retient à chaque fois et c'est des leçons de vie, je trouve. Absolument. Et du coup, tu parlais de carrière. Est-ce que toi, au moment où justement à l'école, ça se passait pas forcément bien, que tu changeais d'établissement, est-ce que tu avais déjà une idée un peu de toi, ce que tu voulais faire plus tard ? Ouais, alors moi j'ai toujours eu comme modèle mon père, clairement, qui a toujours été autodidacte, qui a toujours appris de plein de choses et qui, pareil, lui aussi a eu un parcours scolaire pas forcément parfait, mais il s'est toujours adapté en créant des choses, en suivant des choses, en se formant tout seul. C'est un vrai autodidacte et je me suis toujours... ça m'a toujours rassuré en fait, parce que je me suis toujours dit, son parcours, je peux avoir tout à fait le même et puis je me suis toujours très vite retrouvé en lui. Et c'est vrai que pour moi, ça a été toujours un modèle et je me suis toujours dit que clairement, l'entrepreneuriat, j'allais être entrepreneur. Maintenant, savoir ce que j'allais faire, j'en avais aucune idée, c'est clair. Je savais juste que le monde dans l'entreprise, c'était pas forcément pour moi, en tant que salarié, je parle, et que clairement, oui, j'avais des ambitions depuis longtemps de créer des choses. Mais après, te dire si j'avais des convictions dans tel ou tel métier, absolument pas, ça c'est clair. Ok. Au niveau de ton arrivée sur le marché du travail, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières expériences professionnelles ? Moi, déjà j'ai quitté l'Oise au niveau du bac quand je suis allé en études supérieures à Paris. Donc là j'ai fait une école de commerce. Voilà. Après j'ai fait différents stages dans différentes entreprises connues, enfin petites start-up ou grosses entreprises comme SFR. Au départ, moi j'avais une formation plutôt marketing, donc, mais avec une spécialisation d'entrepreneuriat. J'ai fait une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ISEG et j'ai fait aussi une école en Irlande à la DBS, Dublin Business School. Donc, et ça a été plutôt marketing parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en fait, même si je savais que j'allais me mettre sur l'entrepreneuriat, mais j'ai suivi ce cursus-là
voilà, en suivant un peu les choses, voilà, parce que c'était la tendance, hein, clairement, le marketing. Oui, clairement. À Toujours notre génération, aujourd'hui. je sais pas quel âge tu as exactement, mais 23. t'es un peu plus jeune que moi, mais moi à l'époque c'était vraiment le marketing pur. Et je me suis toujours dit que ça serait des armes, des atouts en tout cas dans ma vie future. Et je me suis spécialisé dans l'entrepreneuriat sur la dernière année. D'accord. Et ma première entreprise, ça a été dans une société qui était dans SS2I, on faisait du conseil en aéronautique et on vendait des solutions, enfin on vendait clairement de l'humain, enfin du temps jour dans les entreprises spécialisées dans plutôt aéronautique. Et en fait, je me suis vite retrouvé, j'avais quand même voulu tester ça, je me suis vite retrouvé avec une certaine sécurité et tout. C'était plus pour me jauger un peu, enfin pour voir ce que je pouvais donner sur un marché, enfin sur ce marché de l'emploi, et une facilité. Mais en fait, très très rapidement, j'ai vu les limites de ça, j'ai vu les limites de ce que je suis assez créatif et j'aime bien tout le temps et assez, j'aime bien aller dans le détail des choses et toujours. Voilà. Et je trouve qu'on a vite ses limites dans ce métier que j'avais eu, où c'était plutôt adapté au marketing, et c'était une création de poste en plus. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, ça pouvait être hyper intéressant, mais très vite confronté aux limites finalement. Quand tu peux pas aller plus loin dans les décisions, tu es confronté quand même à une hiérarchie et qui t'impose quand même forcément un cahier des charges. Voilà, j'ai vite été confronté à ça, donc ça a été compliqué. Et j'ai vite finalement changé. Et j'ai créé, en fait, en même moment, j'avais aidé des cousins à créer Billy Belt, qui est une marque d'accessoires de textile. Donc voilà, et ça a duré assez peu de temps parce que ça s'est jamais vraiment officialisé. Je les ai aidés on a commencé comme ça entre nous, et aujourd'hui c'est une très belle marque. Mais bon, je n'y suis pas pour grand chose, j'ai juste participé à son développement au départ. Mais en parallèle de ça, j'ai créé un restaurant dans Paris qui était un bar à pâtes dans le 16e. Donc voilà, donc c'était hyper rigolo, hyper intéressant parce que c'est vraiment une mini PME. Tu gères le RH, tu gères la partie réception client parce que c'est du B2C. Donc c'est clairement direct. Alors c'est hyper intéressant, mais à la fois tu vis dans un seul endroit, c'est toujours pareil, ça se renouvelle tous les jours. Ouais. Et ça, clairement, c'était pas forcément pour moi. J'ai fait ça quand même pendant plusieurs années. Et ça a été assez intéressant, mais voilà, j'ai vite vu les limites en fait de ce service-là, et c'était pas forcément pour moi. Puis surtout la restauration, c'est assez dur. Il y a beaucoup de turnover, voilà, c'est assez compliqué. Mais c'est un très beau métier. Mais pareil, là, j'ai été très vite à des limites parce que je faisais partie d'une franchise. Et du coup, il t'impose aussi un cahier des charges. Et du coup, tu peux pas aller dans de la créa pure. Tu peux pas créer tes propres plats. T'es vite à des limites de développement. Donc voilà, que tu peux pas franchir. Donc ça, c'est vrai que mais ça a été intéressant. Et voilà. Après, j'ai fait... en parallèle, j'ai aussi me suis associé avec un Français en Chine, qui était associé lui-même à un Chinois aussi, et on a créé. Enfin, moi, j'ai rejoint leur aventure, et j'ai participé au développement d'une marque de costumes sur mesure qui s'appelle toujours Germaine Taylor, et qui existe à Shanghai. Et ils avaient créé un showroom à Hong Kong, et on voulait créer un showroom à Paris, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et c'était génial. Comme expérience, j'ai fait beaucoup d'allers-retours là-bas. J'ai vécu un peu là un process. C'est du sur-mesure, donc c'était pas vraiment industriel, mais on était quand même dans les usines en Chine pour suivre le costume de A à Z avec le tissu, etc. Et puis c'était un vrai challenge parce qu'il y avait déjà c'était un nouveau marché pour moi, une nouvelle langue, parce que tu parles beaucoup anglais aussi, clair. Et hyper intéressant. Mais alors, je sais pas par quel miracle, mais j'ai plutôt une nez creux parce que le costume était en plein essor, ce marché, mais je sais pas pourquoi, on n'y est pas allé plus loin. Ça s'est arrêté là parce que j'ai pas vraiment senti le truc. Alors, j'ai pas vraiment été devin, hein, mais sans le faire exprès, je veux dire, parce que le marché clairement aujourd'hui est pas bon, plus personne n'est en costume. C'est vrai. C'est vrai que ça c'est vachement. Puis il y avait l'essor de plein de startups, plein de boîtes qui faisaient dans les costumes sur mesure, donc c'était assez intéressant, mais voilà, ça c'est pas fait, et puis voilà, ça s'est quand même très très bien passé avec eux, et voilà, et du coup, à un moment, je me suis un peu remis en cause et j'avais besoin d'un challenge. Et en fait, j'avoue que la prestation de service me plaît énormément, la notion de service, l'humain, etc. Et puis en fait, un jour, j'ai voulu vendre mon appartement,
Et puis, c'est assez classique comme parcours. Et puis, je me suis rendu compte d'un truc. Enfin, j'ai vu plusieurs agences, j'ai vu leur manière de rendre l'estimation, j'ai vu le contact, j'ai vu. En fait, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, ce truc-là, il y a un truc qui va pas. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc à explorer et je fais partie, en fait, de cette génération avec Liberkis, Proprio, Haussmann, où voilà, je pense que ces gens-là, dans leur univers qui est à peu près du même génération, on a vite ressenti qu'il y avait quelque chose à changer ou à améliorer, parce que les agences traditionnelles, elles ont toujours eu leur place et elles l'auront toujours. Moi, il y a toujours eu cette guéguerre entre agences traditionnelles et ce qu'on dit néo-agences, mais pour moi, c'est pas du tout une guéguerre. Je pense que les néo-agences aujourd'hui ont amené quelque chose de plutôt bon pour la profession, je trouve, clairement, et les agences qui ont pignon sur rue, elles ont toujours leur rôle à jouer et je pense que c'est complémentaire. Et voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est assez intéressant de voir la différence entre les deux, parce que j'espère en tout cas que la prestation va se rapprocher l'une de l'autre, parce que voilà, chacun a sa qualité, on peut juger ou pas, mais donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai fait ces estimations, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Donc j'ai travaillé avec des copains qui avaient une petite agence dans le 17e. Okay. Et ils m'ont donné ma chance, et je les remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils m'ont fait un peu tester. J'ai découvert le marché de l'immobilier avec un ami qui a clairement une très grosse expérience dans l'immobilier depuis plusieurs années, et puis c'était intéressant aussi de voir sa façon de voir les choses, lui il a son expérience, il a fait beaucoup de ventes, il a vu le truc, mais très rapidement je me suis dit j'ai envie de créer moi mon agence, mais différemment des autres en fait, avec une qualité différente, avec une approche différente. Donc vient les agriculteurs à ce moment-là, tu as touché un petit peu à tous les secteurs, tu as fait de la mode, la restauration, de l'aéronautique, et donc tu fondes ta propre agence. Donc ma première question, c'est pourquoi les agriculteurs, pourquoi le nom des agriculteurs? Alors, c'est une très bonne question. Le nom agriculteur, c'est une amie qui me l'a trouvé. En fait, je cherche un nom qui se différencie. Je voulais pas m'appeler Adrien Pio Immobilier, Adrien Immobilier. Enfin, j'aime pas trop mettre un nom en avant. Et moi, je viens du monde. Mes parents, mes plusieurs générations de ma famille, côté paternel et maternel, viennent de l'agriculture. Donc, ils sont céréaliers. Et en fait, je voulais faire un jeu de mots. En fait, c'est une amie qui m'a trouvé le jeu de mots. J'aime ce rapport du travail de la terre, le travail des agriculteurs, en fait, cette notion de travail, d'humain, voilà. Et je voulais arriver à faire un jeu de mots avec l'immobilier. Et elle l'a super bien trouvé. C'est devenu hyper cohérent. Enfin, en fait, ce qui est très drôle, et la petite histoire est assez marrante, c'est au début, j'avais trouvé un autre mot. Je l'avais même déposé au registre et tout du commerce. Enfin, moi, j'avais toutes fait les démarches, et après, j'ai appelé mon comptable. J'ai dit, mais il faut changer, en fait. Il me dit, on peut pas. Je dis, c'est trop tard. Non, on change, on s'en fout. J'ai trouvé un autre nom, et je l'assume totalement. J'avais d'ailleurs appelé quelques potes, et ils m'avaient dit, mais c'est agriculteur direct, quoi. Bah ouais, et puis, c'est devenu une évidence. Alors, voilà, et c'est un peu ça l'histoire. Donc c'est un nom qui est rigolo, et d'ailleurs j'ai eu l'un des plus beaux compliments d'un notaire qui était en fin de carrière, qui m'a dit c'est la plus belle, c'est le plus beau mot que je vois dans l'immobilier. C'est assez rigolo, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment toujours des questions sur ce mot, il fait toujours parler. Alors il y en a qui comprennent pas, hein. On a eu des appels de gens qui nous appelaient parce qu'ils pensaient qu'on vendait des abricots. Oui. On a eu des gens qui nous appelaient en pensant qu'on était pour les abeilles aussi. J'ai eu le cas une fois, au standard, quelqu'un qui a dit on a un problème avec des abeilles. J'ai dit non. Donc voilà, ça fait parler, c'est l'essentiel, et voilà. Mais c'est un mot qui ramène. Moi, je voulais une histoire, je voulais raconter une histoire, et cette histoire, elle me va parfaitement parce que c'est mes racines. C'est un clin d'œil à plusieurs générations, et ça me touche beaucoup, quoi. Ok, et du coup, au niveau, justement, tu parles de racines, c'est quoi les valeurs d'agriculteur aujourd'hui ? Alors les valeurs d'agriculteur, déjà, au départ, c'était moi, par rapport à tout ce que j'ai mis en place, au process, c'est l'humain au service de nos clients. C'est de la réactivité, c'est beaucoup de technologie, parce qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup de technologie au service justement de mes équipes et de l'agence. Et c'est vraiment des bonnes valeurs, c'est de la réactivité, parce qu'on a vraiment cette faculté à être tout le temps proche de nos clients. On va vraiment loin dans la relation client, parce qu'on peut entendre ça tout le temps dans l'immobilier, mais je
trouve que il faut bien l'expliquer parce que nous, on va vraiment loin. C'est-à-dire que il y a de nos équipes qui, de temps en temps, on va tellement loin dans des dossiers. C'est-à-dire, s'il fallait déménager une cave, on va aider. S'il faut aller, voilà, le dimanche, on a des groupes WhatsApp avec nos clients où on a une interaction qui va très loin, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment. Ça, j'avais vu d'ailleurs. Comment ? J'avais vu d'ailleurs et ça m'avait interpellée parce que c'est vrai que c'est pas commun dans les agences immobilières. Bah non, tu vois, moi sur mon iPhone, sur mon WhatsApp, je dois avoir 300 groupes WhatsApp avec des vendeurs où je suis en copie, donc c'est pas bon. J'essaie de mettre un peu en silence, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que je suis du coup beaucoup sollicité, mais c'est surtout mes collaborateurs qui répondent forcément. Mais on essaye voilà, par ces groupes, on montre à nos clients qu'on est réactif. On leur fait valider plein de choses. Ça nous permet aussi d'être super réactifs en visite. De temps en temps, on peut avoir des questions qui sont forcément, on connaît forcément un bien, mais de temps en temps, tu as des questions qui sont assez étonnantes. Donc en fait, cette interactivité-là, elle est hyper forte. On maintient une vraie relation avec nos clients, mais qui est plus. Et je trouve qu'il est essentiel, en fait, parce qu'un dimanche, un client peut avoir une envie de savoir comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'on envoie tout le temps nos comptes rendus de visite dans les 24 heures via ces groupes. Nos clients sont en constante communication avec nous, même au travers de nos outils de communication qui communiquent automatiquement pour les visites, par exemple. Nos vendeurs reçoivent un SMS, ils ont un compte rendu tous les dimanches avec toutes les statistiques, les demandes d'informations sur leurs biens, le nombre de visites, les comptes rendus, les stats, etc. Donc vraiment, on a moi, c'est un peu une maladie là-dessus, c'est voilà, je veux que mes clients, et ça c'est ce qu'on reproche énormément aux agences, c'est de tout le temps avoir une communication. Combien de fois j'ai entendu on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ça en est, on a l'impression qu'ils font des visites mais ils n'en font pas, ou voilà, un manque de transparence en fait. Et nous, on est vraiment transparent, mais à un point qui vraiment est extrêmement élevé, parce que vraiment c'est un point d'honneur pour nous. Et au niveau de l'équipe aujourd'hui, vous êtes combien ? Vous avez des bureaux à Paris ? Est-ce que vous en avez dans d'autres villes ? On a des bureaux dans le premier, mais on n'y est pratiquement jamais, parce qu'on est tout le temps en vadrouille. Moi, mes bureaux sont à Colombes. On a une équipe aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, un peu plus de 20. Voilà, on a une équipe opérationnelle, de com, marketing, commercial. On est 5 et on a un peu plus de 15 agents et on a 4 personnes qui arrivent là encore, qui sont en onboarding. Donc, je pense, fin de l'année, on sera une trentaine, je pense, normalement. On a un développement qui est extrêmement vraiment maîtrisé, parce que moi, je ne veux pas lever de fonds. Pour l'instant, en tout cas, je me suis toujours autofinancé. Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que clairement, on n'a pas des fonds comme certains qui lèvent beaucoup d'argent. Et voilà. Mais moi, je ne veux pas avoir à rendre de compte dans des boards ou à des investisseurs pour me dire ce que je dois faire. Pour moi, c'est une vraie qualité aussi de vie de pouvoir. Alors, ça a aussi du stress parce que voilà, on a moins de. Forcément, en termes de trésorerie, on ne peut pas aussi faire ce qu'on veut. Mais, et de temps en temps, ça limite peut-être certains tests ou investissements. Mais on y va à notre vitesse. Voilà, et c'est esprit très famille. Je veux vraiment inculquer une très bonne. On inculque une bonne dynamique, une bonne ambiance dans l'équipe, même si on a des négociateurs qui sont au travers différents endroits en France. Donc je prône vraiment cet esprit-là parce que c'est hyper important. Pour nous, on n'est pas dans une concurrence, contrairement à des agences peut-être de quartier qui, eux, vont être une dizaine dans une même structure et ils vont être en concurrence sur un arrondissement. Nous, on n'a pas du tout ce problème-là. Au contraire, on est plutôt dans une ambiance de partage et c'est assez rare, quoi, tu vois. Et justement, tout à l'heure, tu parlais de cette compétition qui peut exister entre les néo-agences et les agences traditionnelles. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ton choix d'avoir créé une néo-agence ? En fait, c'est pas qu'il y ait une concurrence, c'est juste que les agences traditionnelles, elles n'ont pas forcément vu au départ, ils n'ont pas bien compris au départ l'arrivée peut-être des agences dites néo-agences. En fait, néo-agence, moi je trouve que c'est un terme qui a été au départ, je sais plus, instauré par qui, mais j'ai trouvé ce nom assez malin et c'est vrai que c'était une manière de se différencier. J'ai cherché plein d'autres noms en fait pour me différencier parce que pour nous on est entre les deux en fait. Moi je m'estime pas forcément totalement une néo-agence mais pas non plus une agence traditionnelle. On est un peu entre les deux parce qu'il y a des néo-agences qui ont des honoraires extrêmement bas et voilà, et ils vont pas aussi loin en termes de services que nous, ça c'est clair, c'est impossible. Et les agences traditionnelles, eux, c'est peut-être des honoraires plus élevés et ils vont, voilà, c'est un autre système. Enfin, ça reste classique, quoi. Mais il n'y a pas une concurrence, je dirais, il y a une concurrence, mais indirecte, parce qu'on est tous concurrents, en fait, les uns des autres. Oui, c'est vrai. Mais rappelle-moi ta question, parce que j'ai appelé la question au départ.
ton choix. En gros, pour toi, c'est quoi les avantages d'une néo-agence? Bah, en fait, la néo-agence, pour moi, c'est mettre la technologie, enfin l'humain déjà, de base, c'est l'humain, on est dans de la prestation de service, donc c'est l'humain qui fait tout, clairement. Donc nous, ça passe par la formation, clairement. On a des formations qui sont extrêmement rigoureusement sélectionnées, qui sont très fortes, pour que tous nos collaborateurs, même s'ils viennent de l'immobilier ou pas de l'immobilier, ils soient très très vite en compétences qui montent et qu'ils puissent d'ailleurs se former en continu aussi tout au long de leur vie chez nous. Donc ça passe par la formation. Donc on a plusieurs types de catégories de formation, de débutants à intermédiaires, experts, etc., pour accompagner les équipes. Donc vraiment ça passe par ça. Plus on a aussi notre process à nous, qui vient de mon expérience, qui vient de moi, mon vécu, que j'ai énormément travaillé, que j'ai énormément sourcé, comparé, voilà. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est c'est le parcours client, quoi, clairement. Et le parcours client, moi c'est hyper important du début à la fin de vraiment d'en prendre soin, tu vois. Ça passe jusqu'à la box cadeau à la fin de la vente où on a des petits goodies pour remercier les acquéreurs et les vendeurs. Ça passe par plein d'étapes et c'est des petits détails mais qui sont extrêmement appréciés. Et d'ailleurs, le taux de satisfaction de nos clients le montre. Voilà, d'ailleurs, vous êtes à 5 étoiles sur 153 avis récoltés sur Opinion System. Ça, je l'ai noté parce que c'est quand même... sur Google aussi, c'est clair. Ça, tu vois, moi, c'est hyper important, les avis clients. Ça reflète clairement, c'est notre vitrine, quoi. Absolument. Comme disait Thomas de Cocoon, aujourd'hui, les agences ont besoin d'avoir des vitrines digitales, clairement, et on est hyper content d'ailleurs avec Cocoon parce que c'est super ce qu'ils font, et nous, on fait partie pas des premiers, mais des tout premiers clients en tout cas, et c'est génial d'avoir des gens comme ça derrière nous qui semi-automatise en tout cas la communication digitale. Et les avis clients sont clairement un vecteur, et j'ai même des gens de temps en temps, c'est drôle, qui me demandent une recommandation, c'est-à-dire qu'ils me disent est-ce que je peux appeler un client, ça m'arrive de temps en temps, ça c'est assez original. Bon, je dis pourquoi pas, bien sûr, et voilà, c'est vrai que c'est comme dans une boîte où on te demande le numéro de ton ancien boss, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un marché très concurrentiel et les gens ont besoin d'être rassurés, ce que je comprends, mais bon, les avis Opinion System, c'est des avis certifiés, donc on triche pas, on peut pas tricher, donc même Absolument. Google, d'ailleurs aujourd'hui. Enfin, un peu moins Google, parce que c'est vrai que n'importe qui peut t'en mettre un, mais c'est vrai qu'Opinion System, c'est verrouillé. Oui, on les a d'ailleurs eu en podcast, on a eu Jean-David Opinion. Oui. D'accord. Du coup, on le salue s'il passe par là. Ouais. Alors, j'ai une question sur les objectifs d'agriculteurs court, moyen ou long terme, notamment... Peut-être que tu peux nous parler aussi de la situation avec le marché qui est un petit peu tendu en ce moment. Bien sûr. Je refais juste un tout petit... parce que sur ta précédente question, j'ai oublié de répondre. Aussi, néo-agence, pour nous, c'est la technologie. C'est-à-dire tout le temps être en veille sur tous les outils. Donc, Télescope en fait partie, clairement, parce que c'est un outil de prospection qu'on utilise. Tous les outils, aujourd'hui, moi, dans mon équipe, on fait un énorme travail de veille. On rencontre presque... pas tous, parce qu'il y en a tellement, mais énormément d'acteurs tous les jours, pour les sourcer, pour comparer et pour épauler. Tout le temps, on est dans un... Enfin, en fait, moi, c'est l'amélioration constante du parcours. Et autant pour les agents que pour les clients, en fait. Dès qu'on peut amener du bon dans le parcours et qu'on peut améliorer ça passe par les shootings, la 3D, les plans 2D, la diffusion d'annonces. Aujourd'hui, on diffuse sur au moins 190 sites en France et à l'international. Même si l'international, voilà, on sait que c'est pas... voilà. Mais c'est vrai que c'est important de souligner que le terme néo-agence aussi, c'est tout le temps de cette volonté de mettre les meilleurs outils au service de nos clients. Concernant le marché, je reviens à ta question. Le marché, oui, le marché de l'immobilier, c'est clair qu'il ne connaît pas ses meilleurs jours. On est dans une transition qui est compliquée, avec des années qui ont été extraordinaires, avec des taux qu'on, a priori, on ne verra jamais de notre vivant, même si je l'espère, mais ça me paraît être compliqué. Et voilà, et on a aussi des vendeurs qui ont acheté à un moment où ils ont acheté aussi en haut au plus haut des prix. Donc on a aussi ce problème, je dirais, de positionnement, entre des prix qui restent quand même hauts, qui baissent légèrement, et des taux qui sont extrêmement compliqués. Aujourd'hui, quand on emmène des offres à nos clients, on est obligé de verrouiller avec notre courtier. Là, on a un exemple d'un dossier là, qu'on vient de valider. J'ai eu 3 offres avec 2 offres qui étaient extrêmement, mais excellentes, c'est-à-dire avec des gens qui avaient des gros revenus, pas beaucoup d'apports, c'est toujours le problème. Et notre partenaire financier avec qui on verrouille tous nos dossiers, clairement, avant même de les présenter aux clients, parce qu'aujourd'hui c'est impossible, ça ne sert à rien de faire venir quelqu'un s'il se plante et qu'il ne peut pas emprunter. Et il nous a mis 2 stops sur 3 sur 2 dossiers qui l'année dernière, les 3 passaient hyper facilement. Et ça c'est un bon exemple de ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas simple, donc il faut être, dans l'approche, il faut
faire les choses bien, il faut vraiment verrouiller les profils, il faut aiguiller les clients, parce qu'il y a aussi des clients qui cherchent, mais ils cherchent et puis d'un coup ils se réveillent, ils font une offre et puis ils ont même pas verrouillé leur projet financier. Donc ça passe aussi par beaucoup de conseils. Donc ça, c'est pour ça qu'à chaque fois on aiguille les gens, on essaie de leur expliquer ce qu'il faut faire, etc. Mais oui, après ça n'empêche pas que clairement depuis quelques mois nous on fait quand même pas mal de ventes. On arrive à trouver aussi des solutions. Ça passe aussi par un gros travail sur les prix, clairement, oui. de travailler avec nos vendeurs, de leur expliquer la réalité du marché. Aujourd'hui, moi, c'est un combat que j'ai, c'est la surestimation. Tu vois, à Paris ou même ailleurs, combien de fois, et je l'ai encore vécu il y a peu de temps, au travers de plusieurs de mes collaborateurs, qui se retrouvent avec des agences qui surestiment. Mais ça sert à rien, en fait. Parce que pour le vendeur, ça l'aide pas, et pour les acquéreurs, ça va griller le bien. Et puis voilà. Donc ça passe par ça, et ça, c'est vrai que c'est un truc, c'est compliqué, parce que quand tu donnes le bon prix, que 6 mois après, tu as des clients qui te rappellent en disant, vous aviez raison. Je dis, je voulais pas avoir raison. J'aurais préféré que ça vaille plus, évidemment. On n'est pas là pour sous-estimer. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est de donner le bon prix. Maintenant, c'est sûr que c'est facile de dire que le bien il vaut tant et de le vendre le plus cher possible, mais ça n'aide personne. Et que pendant 6 mois, vous avez grillé votre bien et ça donne un mauvais message en fait. Et donc je pense que ça passe par aider nos vendeurs à trouver le bon curseur sur le prix et les acquéreurs, bien les accompagner, bien les aider. De toute façon, on est sur un besoin primaire. L'immobilier sera toujours là. Je pense qu'il y a beaucoup d'agences, beaucoup d'agents. Peut-être que ça va clairement faire... il va forcément avoir de la perte, des gens qui vont changer d'activité, qui vont, voilà, c'est sûr, ça va faire, j'aime pas trop ce terme, ça va en faire un peu de ménage, quoi, quelque part. C'est pas un beau terme, mais ça va forcément changer il y a des gens qui vont changer de carrière. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est comme dans tout marché. L'immobilier a eu une espèce de code dingue et il en bénéficie toujours. Mais à nous d'être malins, de trouver des solutions, bien accompagner tout le monde et on s'en sortira. Il n'y aura pas de problème. J'espère juste qu'à un moment, ça va se canaliser et que là, j'ai vu que toutes les fédérations avaient fait des lettres à l'Élysée. Donc j'espère que ça va faire bouger les choses parce qu'il y a tellement de métiers qui sont touchés, autant de la promotion, tout ce qui est travaux, tout ce qui est courtier. Enfin, on est vraiment dans un écosystème extrêmement riche et donc il faut faire attention, effectivement, que ça part pas dans le mauvais sens. Ouais. On va revenir un peu plus sur toi. Du coup, je vois que tu es très passionné par le secteur de l'immobilier. Après être passé par plusieurs secteurs aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire ce qui, toi, t'attire et te plaît dans ce secteur, sur ce marché ? Dans l'immobilier, tu veux dire en général, moi c'est les projets de vie. Ce qui me passionne, c'est les projets de vie. On touche tout en fait, des successions, des naissances, des mariages, des choses moins heureuses, hein, forcément, des divorces ou des décès. Mais on vit au travers des gens et quand à la fin d'une vente, t'as des gens qui viennent te voir et qui te remercient et qui te font un petit avis super sympa et voilà, qui te recommandent, parce qu'on a des clients qui nous recommandent énormément. La prescription fait énormément partie de notre quotidien, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs on a une application mobile Agriculteur, je sais pas si tu l'avais vu, qu'on a collaboré avec WeMove, qui est une application qui est de recommandation de vendeurs, qui recommande le vendeur. Donc on rémunère finalement l'apporteur de vendeurs, de gens qui nous apportent des vendeurs via notre application mobile. Et ça, elle cartonne cette appli parce que voilà, ça montre en fait que les gens, comme quand tu connais un bon, je sais pas, un bon kiné par exemple, ou un bon ostéo, tu vois, c'est un peu ça, tu recommandes forcément et du coup clairement, c'est là-dessus, je sais même plus la première question que non, ce qui me plaît, pardon, je reviens. Non, mais j'adore ça parce que voilà, on vit au projet on vit les projets de nos clients. Puis c'est tellement intense l'immobilier parce que c'est des montagnes russes en termes d'émotions. T'as des visites, t'as une offre, t'as pas d'offre, ou t'es toujours en train de trouver des solutions en fait. Et moi, mon boulot, c'est ça, trouver des solutions, autant pour mes clients, mais c'est indirectement pour mes clients, mais directement c'est pour mes collaborateurs. C'est pour ça que on fait aussi la vente interactive en plus de la vente classique avec Enchérimo, avec qui là j'ai fait une vidéo avec eux là il y a pas longtemps, qui sont top parce qu'on cherche toujours des solutions dans un marché où il y a souvent des prix plus hauts.
qui devrait être. Et donc, du coup, nous, en Cherimo, tu vois, la vente interactive, c'est génial parce que ça nous permet de diffuser un bien sous un prix, sur un premier prix, de marché qui est moins élevé. Ce qui fait que, du coup, on capte beaucoup plus de leads. Et du coup, souvent, on a des bonnes surprises et ça fait des ventes progressives. Et ça, c'est super intéressant comme levier aujourd'hui. Okay. Et tous les jours, mon boulot, c'est de trouver des solutions pour, comme celle-là, tu vois, comme plein d'autres solutions, comme notre appli mobile. Là, on est en train de développer plein de trucs en interne. Je veux vraiment faire plein de choses, continuer à améliorer le parcours. Et ça, c'est ce qui me plaît, c'est de toujours trouver des solutions pour améliorer la vie des gens dans l'IMO, quoi. Enfin, nos clients, quelque part. Et justement, pour revenir un peu sur aussi ton désir d'être entrepreneur, ouais. Donc tu y es parvenu. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu balances entre ta vie perso et ta vie pro, puisque tu as beaucoup d'ambitions et de projets avec Agriculteurs, le marché il demande d'être quand même assez présent auprès de ses équipes. Comment est-ce que toi tu fais pour gérer tout ça ? Je vais pas te le cacher, hein, c'est très très prenant. Clairement, ma femme me le dit tout le temps. Je suis H24 connecté avec mon téléphone. Bon, j'exagère, mais c'est pas loin. Jusqu'à minuit, 1h du mat, le soir, je suis avec mes mails. Je travaille tout le temps. Après, c'est clair que c'est très prenant. J'adore ça. Je m'en plains souvent parce que j'aime bien me plaindre. mais au fond de moi, j'adore ça en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas hyper simple à gérer. Alors avec un deuxième enfant, je te raconte pas. Mais avec un, ça va. Mais j'en parlais avec un pote juste avant de venir qui me disait qu'il prenait cher avec le deuxième. Mais donc ça, on verra comment ça marche. Non, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Surtout que voilà, je suis tout le temps dans le conseil aussi avec mes collaborateurs. On échange énormément. Je suis pas là à me reposer derrière mon ordi. Au contraire, je vis les trucs. Même de temps en temps, je prends des gros biens. Je suis encore dans le marché parce que c'est une crédibilité aussi pour mes équipes, clairement. Et puis j'ai des vendeurs aussi qui me demandent, des anciens clients, etc. Donc j'aime bien aussi rester aussi dans le game, tu vois. Et du coup. C'est pas simple à gérer, mais on fait tout pour. Et voilà, il faut faire attention de temps en temps de préserver sa vie privée, ce qui est pas toujours simple. Surtout moi qui suis tout le temps archi connecté et j'ai du mal à décrocher, quoi. Le seul moment où je décroche vraiment, c'est quand je pars à l'étranger, qu'il y a un décalage horaire, parce que je sais qu'il y a une plage horaire où personne peut m'appeler, ou alors quand je fais du bateau, et clairement, c'est vraiment ma bulle d'air, quoi. Clairement. Justement, j'allais te demander, c'était quoi tes passions à côté de ton travail ? Alors moi, j'adore la voile. Okay. J'ai un dériveur et j'en fais beaucoup. C'est vraiment le seul moment où j'ai pas mon téléphone, où je suis tout seul ou avec mon fils ou avec un pote ou voilà. Et c'est vraiment c'est vraiment ma plus grande passion aujourd'hui que je fais. Donc ça c'est vraiment génial. T'es en harmonie avec la mer, avec le vent, le bruit. T'as pas un truc qui te sonne toutes les 5 secondes, t'as pas de problème, quoi. Ça change des bâtiments. Ouais, c'est ça, y a rien à l'horizon, c'est top. Donc ça, c'est vraiment ma passion. Après, moi, je suis assez passionné de sport en général. Je fais du foot, du tennis, mais je suis pas un très grand sportif. En fait, je peux plus en faire beaucoup. Oui. Il faut que je me l'impose. Du coup, je fais un peu de sport comme ça. Mais je vais me remettre à fond, je me remets un peu au tennis en ce moment. Je suis pas très course et tout. J'avoue que je suis pas un passionné de ça. Mais en fait, je bouge tellement dans mon bureau parce que dès que je suis au téléphone, je fais des 400 pas. Donc déjà, je fais du sport dans mon bureau tout le temps. Mais en soi, non, j'aime le cinéma, la lecture aussi. Je fais un peu plein de trucs, mais voilà. Tu parlais de conseils tout à l'heure avec tes collaborateurs. Toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat demain ou créer sa propre agence immobilière ? Alors dans l'entrepreneuriat en général, je dirais qu'il faut avoir quand même les reins solides parce que on touche à tout. On peut pas quand tu viens d'un métier où tu as été salarié, où tu as été sur une tâche ou plusieurs tâches. D'un coup, quand tu te retrouves dans l'entrepreneuriat, tu touches tout, tu dois mettre les mains dans le cambouis, tu dois tout gérer. Il faut être bon dans les finances, dans le marketing, dans le commercial, dans tout, quoi. Donc c'est quand même prenant, c'est stressant parce que voilà, t'as pas un salaire qui tombe tous les mois si tu fais pas du chiffre d'affaires. Donc il faut quand même prendre conscience de toutes les conséquences que ça a. Après, c'est un métier qui est magnifique parce que c'est ton bébé. Tu le chéris comme ton propre enfant, donc tu fais attention et voilà, mais c'est des très très belles expériences de vie. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut arriver
à se planter presque pour réussir, je dirais, parce que moi, dans la restauration, ça n'a pas été tout le temps facile, loin de là, et j'ai appris énormément au travers de ces expériences, mais plus que n'importe quelle expérience de vie, quoi. Donc je dirais que c'est un mix de tout ça, il faut être conscient de tout ça, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup derrière, quoi. Après, tout le monde n'a pas forcément le profil, je dirais. Hein. C'est vrai qu'il y a ça. Mais c'est pas une critique quand je dis ça, au contraire. Hein. Je dirais qu'il y a des gens qui recherchent pas forcément ça, mais qui idéalisent souvent l'entrepreneuriat, mais c'est pas aussi simple, quoi. Moi, tous les jours, je sais pas que des sourires, mais il y a tellement de satisfaction derrière quand ça fonctionne que ces moments-là, ils remplacent tout le reste, tu vois. Ouais. On va un peu se tourner vers l'avenir. Ouais. Comme l'intitulé de notre podcast. Bien sûr. Comment est-ce que tu vois le marché de l'immobilier dans les prochaines années? Je pense que l'immobilier, en tout cas au niveau des agences et au niveau de toute la technologie qui arrive, je pense que ça va être franchement hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses encore à développer sur le service et tout, c'est clair. Ça, sur la partie en tout cas service, ça c'est clair. Après, sur le marché en lui-même, j'espère juste que tout ça va se stabiliser, qu'on va avoir des certitudes entre l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Donc, je dirais pas que je suis pessimiste, je reste optimiste évidemment parce qu'il faut l'être, mais j'ai du mal encore à percevoir parfaitement ce qui va se passer. Je dirais qu'il faut, de toute façon, les prix vont forcément baisser. Hein, à partir du moment où tu as des taux qui montent, il faut qu'il y ait un équilibre, hein, ça c'est clair. Il y a aussi ceux qui vont acheter aujourd'hui, enfin qui vendent aujourd'hui, ils vont peut-être vendre moins cher, mais ils vont acheter moins cher indirectement. Donc sur un projet d'achat-vente, je dirais que ça s'harmonise. C'est sûr que celui qui vend tout seul, qui vend juste et qui a acheté cher et qui va revendre moins cher, je comprends que ça soit dur. J'espère que le marché va se stabiliser, quoi. À un moment donné, de toute façon, ça va forcément stabiliser. Donc voilà, on va voir un peu ce qui nous tombe, quoi, dessus. Mais bon, moi, je suis quand même très optimiste parce que ça reste quand même un besoin qui est réel, qui est primaire pour les Français. Et nous, on participe à tout ça et on vit au travers de ça. Et je suis sûr qu'on va trouver des solutions. À un moment donné, c'est pas possible autrement. Je veux dire, l'accès à la propriété, il restera toujours un accès et un besoin. Donc voilà, et je pense que des solutions seront trouvées, j'en suis persuadé. Alors au niveau pour agriculteur, comment est-ce que tu projettes la Néo-Agence pour les prochaines années? Qu'est-ce que tu lui souhaites notamment? Je lui souhaite de continuer comme ça. On va continuer notre développement en intégrant d'autres collaborateurs sur la partie vente dans toutes les plus grandes villes françaises. On a déjà commencé au travers de Nantes, de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de Lille, voilà. Et surtout, on va intégrer des chasseurs aussi pour la partie achat, parce que je suis convaincu qu'il y a des réels besoins aussi dans cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, dans un marché plus tendu, tu as plus de biens, donc tu as plus de difficultés à avoir l'accord de faire un choix. On veut créer des synergies entre nos collaborateurs sur la partie vente et sur la partie chasse pour répondre aussi à des besoins dans un marché un peu plus tendu où l'acquéreur a plus de mal à prendre sa décision. On le voit réellement sur le marché. Hein. Clairement, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans la réflexion, ils font beaucoup plus attention parce que forcément, déjà leur budget a réduit avec ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Et puis même, on sent une certaine crainte d'acheter, c'est clair, on comprend. En même temps, tout ce qu'on entend dans les médias, ça te rassure pas forcément quand tu es un acquéreur qui cherche. Donc nous, notre volonté, c'est de continuer ce développement au travers du recrutement, mais tout le temps dans une volonté de très très bien choisir nos profils. On n'est vraiment pas dans une expansion où on veut recruter massivement. On fait hyper attention de garder cet esprit qui fait vraiment notre force, parce qu'on est vraiment une petite famille. Et vraiment, j'ai pas peur de le dire parce que c'est une réalité. On est encore une petite boîte. On grossit à notre vitesse, avec nos atouts, avec nos arguments, etc. Mais vraiment, on a vraiment cette volonté de le faire bien, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Alors, ma dernière question, qui va plus revenir sur toi. Comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir et comment est-ce que tu vois l'avenir? C'est une question très large, mais sur un plan privé, moi, je dirais gagner en qualité de vie, ça c'est clair. À un moment donné, j'espère que je vais pouvoir... en tout cas, j'aimerais me rapprocher, moi, de l'océan, tu vois, à titre privé. J'ai vraiment cette volonté-là de gagner en qualité de vie, même pour mes enfants. Voilà, ça c'est clair que j'en ai vraiment envie. Et pour, sur un plan global, arriver à conjuguer vie de famille, vie pro d'une manière hyper saine, voilà, pour aussi profiter de mes enfants et de ma femme et de ma vie professionnelle aussi, pour continuer dans cette voie avec les agriculteurs. Ouais.
Ok. Bah écoute, Adrien, c'était ma dernière question. Je te remercie. Je t'en prie. Merci d'être venu sur Avenir et de nous avoir partagé toute ton histoire et ton expertise. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode bientôt et on te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était top, merci. À toi et à Agriculteur et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Merci.